Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision 100% éducation en Afrique et au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie qui est une émission dédiée à la philosophie. Aujourd'hui, nous allons réviser le programme de philosophie avec le professeur Cheikh Diouf du lycée moderne de Rufisque. Bonjour monsieur Diouf. Bonjour madame Badiane. C'est un plaisir de vous recevoir sur les plateaux de Télé-École. Merci, bonjour à vous. Vous me permettrez d'abord de saluer toute l'équipe de Télé-École et de vous féliciter pour le travail que vous faites, vous et l'équipe évidemment. Donc vous contribuez grandement au progrès de l'école sénégalaise. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec vous pour essayer de reparcourir en fait le programme de philosophie, notamment la partie numéro 2, le domaine numéro 2, intitulé La vie sociale. Mais permettez-moi aussi de passer un petit bonjour à toute la communauté éducative et bien évidemment à mon établissement d'origine, le lycée moderne de Rufisque. Je salue madame le proviseur, madame Ndiaye, et madame le censeur, madame Kandé, et tous mes collègues bien évidemment. Voilà, merci. Merci monsieur Diouf. C'est vrai que nous allons parler de la vie sociale parce que on sait qu'aujourd'hui, cette année, c'est une année particulière. Donc, les élèves vraiment ont besoin de cette révision sur la vie sociale parce que le second semestre est vraiment très court. Donc, ce qui fait que ces révisions sont extrêmement... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Télé-École a jugé nécessaire d'organiser des révisions et on l'appelle télé-révision pour mieux servir l'éducation et pour mieux servir aussi le système éducatif sénégalais. C'est à saluer. Et donc, l'État a-t-il toujours existé, professeur Cheikh Diouf? Merci, chers collègues, madame Badiane. Donc, comme vous l'avez si bien dit, il n'était peut-être pas très indiqué de commencer par le premier domaine parce que, évidemment, on suppose que les collègues ont vu et bien vu cette partie. Maintenant, la vie sociale, même si l'IGF a eu à réduire un peu le programme en le réorganisant. L'université a été intégrée dans la culture, mais il était bon quand même que nous puissions nous arrêter un peu sur ce domaine 2 de la vie sociale. Votre question est très intéressante. Elle s'inscrit bien évidemment dans la leçon qui porte sur l'État. L'État, c'est en fait la dernière leçon de la vie sociale. Évidemment, vous allez nous permettre aussi, je le suppose, de revenir un peu sur les autres leçons, mais on peut tout à fait commencer par ça. Alors, vous avez posé une question assez intéressante. Il faudrait quand même, je pense, avant de l'affronter carrément, faire la différence entre État au minuscule et État au majuscule. Souvent, les élèves, les apprenants font la confusion. Et il est bon d'apporter quelques précisions à ce niveau-là. Alors, quand on dit État au minuscule, ça renvoie à une sorte de situation, à une situation, comme je l'ai dit, à un contexte, à un état des lieux aussi. Maintenant, État avec O majuscule, ça renvoie à une sorte de pouvoir institutionnalisé qui va gérer la société. On va revenir sur la définition. Maintenant, les deux concepts, les deux mots ont la même étymologie. Status de stare, qui veut dire se tenir debout, status qui renvoie à situation, position. On va approfondir un peu. Maintenant, cette précision étant faite, l'État n'a pas toujours existé. Il faut dire que pour qu'il y ait État, ou bien l'entité de l'État trouve en fait sa pertinence dans la complexité de la société. Mais si la société n'est pas très complexe, si les rapports interhumains, les nœuds sociaux qu'on a là-dedans ne sont pas très complexes, ne sont pas poussés, on n'a pas besoin d'État. Parce que comme le dit l'Américain Dwayne Rorty, en fait, l'État, il est là pour gérer les problèmes, pour gérer les contentieux, les différends avec des qui ne manqueront pas de subvenir en fait entre les rapports entre les hommes. Maintenant, pour bien expliquer, pour bien prendre en charge cette question-là, moi je pense qu'il faut peut-être s'appuyer sur un penseur comme Pierre Clastres, qui a écrit un ouvrage assez intéressant, La société contre l'État. Il nous montre effectivement que toutes les sociétés n'avaient pas besoin d'État. Et il met l'accent
sur ce qu'on appelle la société primitive. Et la société primitive, il dit, c'est une société qui n'a pas de roi, qui n'a pas de loi, qui n'a pas de foi. La foi, ça renvoie à la religion. Donc cela veut dire qu'une telle société, dite primitive, mais entre nous, on va peut-être revenir là-dessus, il n'y a pas de société primitive, ça on le sait, et lui-même va mettre l'accent sur ça. Donc quand on dit que la société n'a pas de foi, cela veut dire que le fait religieux n'y est pas présent. N'y est pas très prégnant. Maintenant, la loi, le roi, ça renvoie à la machine étatique. Et il dit, ce type de société correspond à ce qu'on a appelé au type de société indienne, les sociétés indiennes, au 15e, 16e siècle. Donc voilà, maintenant, il est bon de préciser à sa suite, parce qu'il l'avait fait lui-même, qu'il n'utilise pas, qu'il ne parle pas ainsi pour hiérarchiser les sociétés. Mais justement, il appelait ses compatriotes, il appelait ses concitoyens à changer le regard qu'ils portaient sur les autres sociétés. Parce que vous n'ignorez pas la centralité que l'Occident veut imposer au monde en prenant en compte en fait ses propres références. Et c'est ce que justement Samir Amin appelait la dialectique du centre et de la périphérie. Donc pour Amin, l'Occident se considère comme étant le centre des relations en fait mondiales, le centre de l'humanité. Maintenant, toutes les autres parties, toutes les autres sociétés du monde seraient à la périphérie. Et donc, justement, Pierre Clastres, son objectif, c'est d'amener ses compatriotes à changer le regard sur les autres sociétés, même si ces sociétés ne fonctionnent pas, ne produisent pas des faits culturels semblables à leurs faits culturels, il est quand même bien, il serait bon de le reconnaître, cet aspect culturel, cette dimension culturelle. Donc, pour résumer un peu, une société qui est assez simple, une société qui fonctionne sur le mode communautaire, sur le mode de la collectivité, ce que Gabriel Marquet appelle les sociétés du feu et du camp. Si la société est comme cela, en principe, elle n'aura pas besoin d'État, parce que les problèmes seront gérés de façon collégiale, de façon communautaire. Il y aura une sorte de conseil des anciens qui devrait pouvoir s'en charger. Maintenant, au fur et à mesure que la société se densifie, se complexifie, bien évidemment, on aura besoin d'un État. Parce qu'il y aura des groupes, il y aura des lobbies, il y aura des corporations, il y aura des centres en fait, à l'intérieur même de l'État qui voudront parfois caporaliser le bien public. Et c'est ça qui va motiver, qui pourrait donc légitimer, justifier même l'urgence d'avoir un État. Et pourquoi Rousseau et Hobbes parlent de l'état de nature? Excellent. Donc déjà, il faut préciser que l'état de nature, aussi bien chez Hobbes et chez Rousseau, n'existe pas. C'est une hypothèse en fait méthodologique. C'est une fiction qu'ils ont imaginée pour pouvoir faire le parcours à rebours. Maintenant, c'est évidemment Hobbes qui a eu à utiliser ça le premier, et ça permet à Hobbes d'essayer d'imaginer ce que serait une vie humaine en l'absence de toute instance étatique, en l'absence d'un pouvoir fort qui pourrait, disons, régir les relations entre les hommes. Maintenant, chez Hobbes, il faut dire que l'état de nature est considéré comme étant un état violent. C'est un état en fait de guerre. Il le dit bien. On a le bellum omnium contra omnes, la guerre de tous contre tous, de chacun contre chacun. Et c'est ça qui fait que d'ailleurs dans le décivé, parce que c'est là où Hobbes utilise, en tout cas, ou bien fait part de cette fameuse expression qui dit l'homme est un loup pour l'homme. Mais avant aussi, les gens l'oublient souvent. Hobbes a à dire que l'homme aussi est un dieu pour l'homme. Voilà, mais les gens ne prennent que la deuxième partie de l'affirmation qui est plus percutante, à savoir l'homme est un loup pour l'homme, homo homini lupus. Cela veut dire que naturellement l'homme est mauvais, l'homme est méchant. Et que donc il faut supposer qu'avec Hobbes, à l'état de nature, les hommes étaient portés vers la violence. Les hommes étaient portés vers l'affrontement mutuel et réciproque. Et c'est ça qui fait que cet état de nature chez lui est un état qui est précaire, est un état qui n'est pas viable. Parce que même celui-là qui est le plus fort n'est pas à l'abri.
Tu peux être le plus fort, mais tu peux rencontrer éventuellement quelqu'un qui soit plus intelligent. Tu peux rencontrer aussi des gens qui soient plus faibles, mais qui peuvent s'allier un peu, qui peuvent voilà, nouer une petite alliance. Et là, ils pourront quand même vaincre cet individu-là qui est supposé être le plus fort. Alors, maintenant, comme c'est un état d'insécurité voilà, permanente, l'insécurité est là permanente, Hobbes dit il faut envisager de le quitter. Maintenant, pour le quitter, il faut passer par un contrat. Et le contrat chez Hobbes, c'est un contrat qui est léonin, c'est-à-dire c'est un contrat qui est inéquitable. Parce que le contrat a pour objectif, a pour but de faire advenir le Léviathan. Le Léviathan, c'est un concept, ou bien c'est une imagination en fait qu'il a tiré de la Bible, parce que ça correspond à un monstre qui est cruel et qui est puissant. Maintenant, il le faut, on va le voir, parce que s'il n'est pas fort, il ne pourra pas régir la société. S'il n'est pas cruel, il va faire dans le sentimentalisme. Et les problèmes qu'on redoutait, pour lesquels on avait quitté l'état de nature, on va les retrouver dans la société. Donc, chez lui, disais-je, le contrat, c'est un contrat inéquitable. C'est un contrat léonin. Cela veut dire qu'il y a une partie qui va recevoir tous les pouvoirs, en fait, toutes les puissances des individus, mais qui elle-même n'a pas pris part au contrat. Et cette partie-là, c'est le Léviathan. Ça pourra être un individu, ça peut être assemblée. Et le contrat va... Ça signifie que voilà, le Léviathan ne signe pas le contrat. Ne signe pas, il ne prend pas part. Okay. Et justement, Hobbes le dit bien dans le passage qui suit. Il dit donc le contrat va se ficeler comme ceci. J'autorise cet homme ou cette assemblée et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises ses actions de la même façon. Donc voilà ce que les individus qui supposément vont quitter l'état de nature pour aller vers l'état civil vont se dire. Maintenant, une fois que ce contrat-là est fait, on va donner la somme des puissances à l'individu ou bien à l'assemblée. Et dans les deux cas, tu auras Léviathan. Maintenant, lui ou elle, enfin, l'individu ou l'assemblée ne prend pas part au contrat. Et maintenant, il le faut. Pourquoi ? Pour que lui ou elle puisse avoir les coups de franche. Comme ça, quand il y a quelqu'un qui agirait, qui agit d'une manière qui ne serait pas conforme au vivre ensemble, d'une manière qui menacerait la paix, la sécurité, la tranquillité, la personne aussi et les biens des autres, parce qu'il faut se rendre compte que la finalité de l'État pour Hobbes, c'est ça, c'est protéger la personne, c'est protéger les biens, c'est assurer la sécurité et la tranquillité. Donc toute personne qui envisagerait d'aller à l'encontre de cette donne-là, de cette disposition, évidemment le Léviathan aura les moyens et devrait aussi pouvoir intervenir correctement. Donc voilà, qui veut dire que voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu chez le totalitarisme. Absolument. Chez lui, le pouvoir il est totalitaire. C'est le totalitarisme qui est préconisé, parce qu'on ne peut pas laisser une quelconque parcelle de pouvoir aux individus. Voilà. Et ça aussi, comme je le disais tout à l'heure, et vous l'avez bien rappelé aussi, c'est le postulat de base. C'est-à-dire qu'il a une conception pessimiste de l'homme. C'est une psychologie négative de l'humanité. Et même les pères fondateurs américains, c'est ça qu'ils vont prendre chez Hobbes. Parce que les pères fondateurs américains se sont appuyés sur Hobbes, sur Rousseau, sur Montesquieu, sur Locke pour créer la nation américaine, la constitution américaine. Et chez Hobbes, c'est ça qu'ils ont pris. À savoir que si l'homme ne peut pas se gouverner lui-même, en vertu de quoi pourrait-on envisager de lui confier le gouvernement de tout un peuple. Donc, le postulat de base, c'est ça. L'homme est mauvais, naturellement. Et donc, comme il est mauvais naturellement, on ne peut pas lui faire confiance. Et là aussi, Hobbes approfondit vraiment cette dimension-là, en montrant que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, pourquoi, quand vous dormez la nuit, vous vous enfermez à double tour? Voilà, si vos voisins n'étaient pas... Si vous aviez confiance dans vos voisins, mais vous n'aurez pas besoin de vous enfermer la nuit. Quand vous voyagez, soit vous êtes accompagné, soit vous êtes armé. Et donc, à travers ces deux exemples-là, on peut voir effectivement que l'homme est naturellement mauvais. Et il a raison. Maintenant, quand on prend Rousseau, si vous le voulez bien aussi, quand on prend Rousseau, lui également, il postule, enfin, il aborde l'état de nature sous forme hypothétique. Et d'ailleurs, il le dit très bien. L'état de nature n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera probablement jamais. Mais il faut en parler pour savoir ce que nous étions, ce qu'était l'homme avant de venir dans la société. Donc chez lui également, il est arrivé au moment où l'humanité ne pouvait plus subsister à l'état de nature. Et il fallait qu'elle quittât cet état de nature pour créer l'état civil. Maintenant, comme chez Hobbes aussi, chez Rousseau, on aura un contrat. Mais le contrat n'est pas léonin. Le contrat n'est pas inéquitable. Au contraire, il est synalagmatique. Cela veut dire que c'est un contrat équitable, parce que l'engagement est un engagement réciproque.
Et Rousseau dit, il s'agit de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Il dit tel est le problème dont le contrat donne la solution. Donc cela veut dire que à l'état de nature, on était libre, il est vrai. L'homme était libre. Enfin, ceux qui étaient là-bas, hypothétiquement, parce qu'encore c'est uniquement méthodologique. Voilà, ceux qui étaient là-bas étaient libres, mais cette liberté naturelle, on va peut-être revenir là-dessus aussi, éventuellement. Cette liberté naturelle n'était pas aussi viable également, arrivé à un certain moment. Et que donc, ce qui fait que Rousseau a envisagé aussi une sortie probable de l'état de nature. Et là, il faut passer par un contrat. Maintenant, ce contrat est un contrat équitable, c'est un engagement réciproque et libre aussi. Dans le contrat social, Rousseau dit il n'y a pas au monde, il n'est pas au monde un contrat aussi libre que ce pacte-là, que ce contrat social qui permet aux gens, aux individus de sortir de l'état de nature pour aller à l'état civil. Où maintenant la liberté sera protégée par la loi. On pourra revenir là-dessus évidemment si vous le voulez bien en profondeur aussi. Parce qu'il y a une différence quand même entre la liberté naturelle qu'on avait à l'état de nature et cette liberté civile qu'on avait à l'état civil. Donc si je comprends bien, vous avez dit que pour Hobbes, la finalité de l'État, c'est la sécurité et la paix, alors que pour Rousseau, la finalité de l'État, c'est la liberté, c'est la liberté et l'égalité. Oui. Donc la liberté est extrêmement importante chez Jean-Jacques Rousseau. Donc je vais continuer avec Rousseau pour dire ce que l'on gagne à l'état civil. Vaut-il ce que l'on perd dans l'état naturel? Excellente question. Et vraiment, il faut réfléchir là-dessus pour voir, comme on dit de façon très naturelle, banale dans nos sociétés, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Moi, je répondrai oui. Donc, ce que nous gagnons en entrant dans le contrat social, je pense que cela vaut vraiment ce que nous perdons. Parce que, comme nous l'avons examiné tout à l'heure, nous l'avons vu, à l'état de nature, cette liberté naturelle que les individus avaient à l'état de nature, mais dépendait de quoi? Rousseau le dit bien, ça dépendait de la capacité, de la puissance que chaque individu peut mobiliser pour la défendre. Cela veut dire que ça dépend de la force de l'individu, ça dépend de sa capacité aussi à manœuvrer pour sortir éventuellement de quelques difficultés. Maintenant, comme on n'est pas le plus fort aussi, comme on n'est peut-être pas le plus intelligent, vous conviendrez évidemment avec moi que cette liberté n'était pas viable, ne pouvait pas subsister. Et donc, à l'état civil maintenant, la liberté civile est protégée par la loi. Mais attention, il faut que la loi soit juste, il faut que la loi soit équitable, il faut aussi que la loi soit l'expression de la volonté générale. D'ailleurs, pour revenir encore aux pères fondateurs américains, je les aime bien, c'est ça qu'ils vont prendre chez Rousseau. C'est ça qu'ils ont pris chez Rousseau. Donc, la liberté est l'expression de la volonté générale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la loi n'est pas faite pour un individu. La loi n'est pas faite pour un groupe. La loi, elle est faite par tous et pour tous. La loi doit s'appliquer à tout le monde. D'ailleurs, après, peut-être on pourra brosser l'état de droit, parce que l'état de droit également, elle est d'essence rousseauiste. Et ça montre que les gens sont égaux, en fait, devant la loi. Les individus doivent être égaux devant la loi. Nul ne doit être au-dessus de la loi. Donc, la liberté civile est protégée par la loi. Cette loi doit être l'expression de la volonté générale. Maintenant, l'idéal serait que tous les citoyens encore se réunissent pour voter la loi, quelle qu'elle soit. Mais nous savons tous que c'est souvent impossible. Ce qui fait que donc, il faudra quand même passer peut-être par des représentants, même si Rousseau aborde la chose, mais il faudra passer par des représentants, par des sortes de députés qui devront voter ces lois-là. Mais il y a aussi peut-être des lois qu'on peut voter par référendum. L'exemple de la Suisse est là où on passe souvent par des référendums. Mais pour être réaliste, aujourd'hui, la loi, elle ne peut être votée que par l'Assemblée nationale. Mais il faut que cette loi puisse être d'émanation populaire, populaire comme émanant du peuple, et c'est ça qui fera sa légitimité. Ce qui fait que donc, quand nous obéissons à cette loi-là, nous serons libres. Et Rousseau attache une importance particulière à la liberté. À telle enseigne que Rousseau dit, si un homme renonce à sa liberté, il a renoncé à tout. C'est dans la même mouvance. Si un homme renonce à sa liberté, il a renoncé à tout. Il dit, cet homme-là perd tout, on ne peut plus le dédommager. Quelqu'un qui perd sa machine, un portable, supposons, on peut lui donner un portable, on l'a dédommagé, on a remboursé, on a corrigé le tir. Mais si quelqu'un renonce à sa liberté, Rousseau dit, c'est fini. Cet individu-là, on ne peut plus le dédommager, et il perd tout jusqu'à sa qualité
d'homme. Il n'est plus humain, il n'appartient plus à l'humanité. Mais précisément cette liberté, ce qui la préserve, c'est la loi. Donc les deux sont liés. Voilà. Donc sans loi, en fait, personne n'est libre. Mais avec de mauvaises lois aussi, évidemment, la liberté aussi peut connaître quelques dysfonctions. Donc, ce que l'on perd dans l'état de nature n'est pas assez... En fait, ce qu'on gagne dans l'état civil est beaucoup plus important donc, que ce qu'on gagne dans l'état... Surtout en termes de viabilité. En termes de durabilité. Parce qu'à l'état de nature, j'ai ma liberté naturelle. Oui. Comme vous le disiez tout à l'heure... Et un droit illimité. Voilà, illimité à tout ce que tu tentes et à tout ce sur quoi tu peux mettre la main. Mais ce droit-là, on peut le perdre aussi parce qu'on peut rencontrer autre chose, quelqu'un qui soit plus fort. Et c'est pourquoi justement, Rousseau aussi, parce que là, nous parlons de la liberté, mais il y a aussi l'aspect avoir, l'aspect propriété. Vous disiez tout à l'heure excellemment qu'il faut faire la part des choses entre la possession et la propriété. À l'état de nature, on fait état de possession. Voilà. Mais à l'état civil, on fait état de propriété. Voilà, la propriété. Et d'ailleurs, il le dit très bien. Il dit à l'état de nature, je ne dois rien à ceux à qui je n'ai rien promis. À l'état de nature, il n'y a pas de promesse. En termes de vertu, en termes d'accaparement de biens ici et là. Mais dans l'état civil maintenant, il y a une promesse. Parce que la loi est là déjà. Ensuite, les gens aussi sont éduqués, formés, et les gens aussi tendent vers la vertu. Il faut qu'ils mettent l'accent sur la vertu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans un de ces textes, il dit on peut rajouter sur ce qui précède aussi de ce que l'homme gagne dans l'état civil, il gagne la liberté, il gagne la liberté civile, mais aussi il gagne la liberté morale. Ce que vous venez de dire, qu'il n'y a pas de vertu dans l'état. C'est que comme l'a dit, je pense, André Consponville, ces 4 mots sont liés, ces 4 concepts. Donc liberté, choix, responsabilité, morale. Donc on ne peut pas faire état de liberté correctement, de façon appropriée, sans lui adjoindre aussi l'aspect moral. Parce que ma liberté, je dois pouvoir l'utiliser correctement. Donc voilà effectivement ce qu'il faut dire à ce niveau-là. Donc on peut supposer qu'avec Rousseau, que ce que les individus perdent à l'état de nature, ils le récupèrent quelque part et en mieux en termes de durabilité, ils récupèrent plus même, voilà, en termes de viabilité, voilà, dans l'état civil où ils pourront se déployer. La loi sera l'expression de la volonté générale. Absolument. Ce qui veut dire qu'obéir à la loi, c'est obéir à soi-même. À soi-même. Oui. Et là, il le dit. L'impulsion du seul appétit est esclavage. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Et là, ça induit l'aspect moral dont nous parlions. Parce que l'appétit, c'est quoi? On sait qu'il y a un appétit en termes de consommation, de nourriture. Il y a un appétit en termes de sexualité. Il y a un appétit, l'appétit est pluriel. C'est un concept pluriel, d'accord, protéiforme. Maintenant, dès que l'individu cède à son appétit, il est esclave. Esclave de ses désirs. Esclave de ses désirs. Pour vous poser cette question, la liberté sans limite n'est-elle pas une source d'asservissement? On peut le supposer. Parce que vu ce que vous venez d'expliquer, donc cet asservissement-là, est-ce que donc une liberté sans limite n'est pas source d'asservissement? Dire de la liberté qu'elle est sans limite, c'est déjà problématique. Ça renvoie évidemment à la définition laquelle est seule valable, à savoir la liberté, c'est l'absence totale de contrainte. Mais nous savons très bien qu'on ne peut pas vivre sans contrainte. Et si je n'ai pas de contraintes, mais ceux-là aussi qui sont en face de moi et avec lesquels je partage le vivre ensemble, avec lesquels je partage le groupe social, l'entité sociale, mais ces gens-là aussi ne devraient pas pouvoir avoir de limites. Et là, nous courons tous le risque d'être asservis. Parce que je peux rencontrer quelqu'un qui, comme sa liberté n'est pas limitée, il pourra m'asservir. Mais je peux aussi rencontrer, s'il est plus fort que moi, bien évidemment, mais je peux aussi rencontrer quelqu'un qui soit plus faible que moi, et là, c'est moi qui vais l'asservir. Donc, ce qui fait que si on acceptait d'aventure que la liberté soit illimitée, cela veut dire que, en fait, tous les individus qui sont ensemble courent le risque d'être dominés, d'être opprimés, parce que nul n'est le plus fort. Tu peux être plus fort dans un cadre, mais évidemment dans un autre aussi, tu peux rencontrer quelqu'un qui soit plus fort que toi.
Et donc, effectivement, on peut voir cette donne, enfin, ces deux niveaux-là, à savoir que dès qu'on soutient que la liberté n'a pas de limite, on court tout droit vers l'oppression, on court tout droit vers les dérives, étant entendu que nul ne sera à l'abri. Voilà. C'est une définition à mon sens qu'il faut relativiser. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous le faites, je le fais. Il est vrai que la seule définition qui semble pouvoir satisfaire à tous les cas particuliers par rapport à la liberté, c'est l'absence totale de contrainte. Mais immédiatement, on doit amener les apprenants, les suffragants à comprendre que cette définition n'est pas viable. Elle est négative. Voilà, elle est négative parce qu'on ne peut pas l'expérimenter dans la société. Dans la société. Voilà. L'homme, il y a des déterminismes naturels. C'est ça. Déjà, par contrainte, on a des contraintes biologiques, on a des contraintes naturelles, on a des contraintes psychosociologiques, comme vous le dites tout à l'heure. Même en nous, on ne domine pas. Nous ne gouvernons pas totalement. On a bien en tête ce que Freud a bien explicité, à savoir que le moi n'est pas seulement maître dans sa maison. Voilà. Donc cela veut dire que bien des choses se passent dans notre psyché, dans notre psychisme, et c'est bien après que nous en sommes informés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Marx dit ce n'est pas la conscience qui détermine la conscience des hommes, mais c'est le milieu auquel il appartient qui détermine la conscience des hommes. C'est-à-dire que Cher, s'il grandit dans un milieu où il y a beaucoup d'injustice sociale, il y a beaucoup d'inégalités sociales, mais quand Cher va écrire sur ces inégalités-là pour lutter contre cette inégalité sociale qui constitue un handicap au développement, etc. Donc, ce qui veut dire que la réflexion de Cher, ce n'est pas une réflexion autonome, mais c'est une réflexion. Il y a quelque chose qui précède. Très bien, très bien. Donc à ce moment-là, Marx nous donne des lunettes pour mieux voir, pour mieux comprendre que nous sommes déterminés par autre chose, par le milieu social, économique, donc qui influence notre manière de faire, notre manière de comprendre les choses, etc. Absolument. Oui. On peut le penser parce que vous savez que Marx, Nietzsche, Freud, ce trio-là qu'on appelle les philosophes du soupçon. Ils nous demandent justement, comme vous l'avez si bien dit, de soupçonner la conscience et de montrer donc que la conscience ne porte pas en elle la vérité du sens de ses pensées. Et que donc déjà, ce que je pense, est-ce que c'est ça que je suis réellement? On peut penser autre chose que ce que l'on est, comme on peut paraître ce que l'on n'est pas, on peut aussi être ce que l'on ne paraît pas. Voilà. Mais avec Marx, évidemment, et comme avec Nietzsche, avec Freud, le soupçon est porté à l'intérieur de la conscience. Maintenant, évidemment, selon des registres différents. Voilà. Parce que ce que Marx, la position de Marx, la position de Nietzsche, il y a quelques différences. Par rapport à Freud aussi, il y a quelques différences. Parce que Freud, lui, il va s'intéresser fondamentalement à l'esprit humain, à ce qui se passe dans notre psychisme. Mais en tous les cas, aussi, il y aura une certaine influence du cadre social. Parce que, rappelez-vous, l'enfant a un parcours. Et les dysfonctionnements qu'on a chez tel ou tel individu, ces dysfonctionnements-là s'originent souvent dans cette phase infantile que l'individu n'a pas su négocier correctement. Parce que c'est après ce moment-là que s'installe ce qu'on appelle par exemple le surmoi. Et qui va, si nous sommes avec la deuxième topique, parce qu'avec la première topique, il fait état d'inconscient, de préconscient et de conscient ou de conscience. Mais avec la deuxième topique, il va faire état de ça, qui sera l'équivalent de l'inconscient. Il va faire état du moi, qui sera l'équivalent de la conscience et du surmoi. Maintenant, si on a un surmoi équilibré, correct, qui pourrait nous dissuader parfois de faire certains actes répréhensibles, c'est parce que l'éducation a été bien menée. Donc, et là, je vous rejoins effectivement, il y a une connexion qui peut être faite avec ce que l'on a subi, ce que l'on a vécu, et aussi ce que l'on montre, ce que l'on dégage, comment on vit, comment on vivra ultérieurement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Edgar Morin définit l'homme comme un être, un homo sapiens demens. Il n'est pas que sapiens, mais aussi c'est un homo demens. Le fait qu'il est capable de faire du mal, le fait qu'il est capable de les mythologies, etc., les magies, toutes ces croyances-là, c'est ce qui signifie que l'homme n'est pas qu'un être de raison, mais il est aussi un être de demens. Donc il est l'imaginaire. Cette imagination nous montre que donc il n'est pas que raison, mais il est aussi un être de raison et de demens.
Et je pense un jour, je vais vous inviter, Inch'Allah, on parlera davantage de de la condition humaine, Inch'Allah. Et maintenant, professeur Cher, que pensez-vous du visage qu'offrent aujourd'hui les relations internationales? Excellente question. Ça nous permet, parce enfin, la philo aussi c'est ça, on peut laisser en rade la suite du propos, parce qu'on était avec l'État, mais bon, vous savez, en philo aussi, tout se tient. Et vous, moi, c'est ce que nous évertuons à montrer. C'est la complexité, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Morin dit, mais il faut aborder les choses de manière complexe, parce que toutes les choses sont liées. Tout à fait. Il y a l'interconnexion entre les choses, ce qui fait que vous expliquez l'État, vous entrez dans la conscience et l'inconscient, etc. Je disais que c'est une très bonne question. Le contexte mondial actuel, voilà, s'y prête, nous y pousse. Maintenant, il faut peut-être partir du fait que, qu'en règle générale, l'État a dans ses fonctions, peut avoir deux versants. Il y a le versant hétéronogène, c'est-à-dire que l'État est institué pour assurer l'ordre, la sécurité, mais surtout pour unifier, pour harmoniser la société à l'interne. Ça, c'est le versant interne. Donc, faire en sorte qu'il y ait moins de conflits. Donc, l'État est un opérateur d'unification. Comme il y a des gens qui essaient, qui cherchent l'argent, le lucre, l'État, dans un premier temps, son rôle, c'est d'unifier la société. Ça, c'est le versant hétéronogène. Maintenant, le versant polymogène, c'est ça qui nous permettra d'aborder les relations entre les États. Et ce versant-là fait que, en tout cas, prône ceci que l'État doit s'inscrire dans une sorte de polémique avec les autres États. Mais pas polémique au sens négatif toujours, mais parfois aussi il le faudra. Parce que, comme le dit George Washington, il dit si les États s'arment, c'est pour deux raisons. C'est pour défendre leur intérêt ou bien pour défendre leur honneur. Et entre nous, la Première Guerre mondiale, ce qui en était à l'origine, c'est l'honneur. La Seconde Guerre mondiale, c'est l'intérêt, avec l'espace vital préconisé par les nazis, par Hitler précisément, pour ne pas le nommer. D'accord? Donc, maintenant, sur ce plan polémogène, sur ce versant polémogène, c'est là où nous allons aborder les relations internationales. Maintenant, malheureusement, le constat de base, c'est que à l'intérieur de l'État, il y a l'autorité politique de l'État qui peut régenter, qui peut normer, qui peut contrôler les rapports entre les gens. Mais sur le plan international, il n'y a pas d'État des États. C'est l'ONU qui pouvait jouer ce rôle-là. Mais l'ONU, malheureusement, n'a pas d'homme. Figure-toi que le Sénégal, notre pays, le Sénégal, 190 et quelques mille kilomètres carrés, 17 millions de personnes, mais nous occupons la 5e, la 9e place en matière de contribution d'hommes à l'ONU. Si l'ONU a besoin de soldats, il sollicite les États. Et le Sénégal, aujourd'hui, occupe presque la 9e place. Donc cela veut dire que l'ONU n'a pas les moyens de régir comme il faut les relations internationales. Beaucoup de guerres qu'on a eues récemment ont été à l'exclusion de l'ONU. L'ONU n'a pas pu régler ça. Et aujourd'hui, l'actuelle guerre que nous vivons, l'actuel conflit que nous vivons en Ukraine, qui nous fait vraiment mal aussi, il faut le reconnaître. Cette guerre-là aussi, on voit que l'ONU a été mise entre parenthèses. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut prendre la question déjà. Donc pour que l'État puisse avoir droit de citer, pour que l'État puisse avoir voix au chapitre sur la scène internationale, il faut que l'État soit fort. Fort militairement, fort économiquement, fort diplomatiquement, fort politiquement. Donc, et même stratégiquement. Parce que l'État aussi, comme le dit bien De Gaulle, l'État ne doit pas avoir d'amis. L'État ne doit avoir que des intérêts. L'État ne doit viser que son intérêt, bien compris. Et là où est son intérêt, là est en fait son action, là est son intérêt. Là devrait être son intervention. Maintenant, pour ce faire, il faut qu'il soit fort. Maintenant, aujourd'hui aussi, compte tenu de tout ce que nous vivons avec les mouvements djihadistes, avec le terrorisme à l'échelle internationale, là aussi, l'État doit veiller, comme je le disais tout à l'heure, à mettre l'accent sur sa puissance. Maintenant, certains redoutent que l'État soit fort. Comme le dit Valérie, si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Mais moi, personnellement, je préfère avoir un État fort
qui va m'écraser, plutôt qu'un État faible, mais qui pourrait être envahi, qui pourrait être voilà, facilement vaincu, dominé par de petits groupuscules d'amateurs. Donc voilà comment il faut entendre ça. Donc c'est un domaine très complexe, mais pour que l'État puisse s'en sortir, il faut, comme l'a dit Claude Vich, il faut que l'État soit puissant. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Voilà, il faut vraiment prendre ces dispositions, surtout aujourd'hui, pour pouvoir négocier ces interactions avec les autres États. Monsieur Diouf, merci de cette explication vraiment qui est vraiment très 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 intéressante parce que vous avez bien expliqué l'État, mais malheureusement nous sommes contraints par le temps. Une question sur la vie sociale, parce qu'on ne peut pas parler de vie sociale sans parler de nature et culture. Peut-on tout tolérer au nom de la diversité culturelle? Bien, c'est une question intéressante, mais redoutable aussi, difficile. Parce qu'aujourd'hui, le constat de base, c'est que les cultures sont plurielles et les cultures sont différentes. Mais quand on dit culture, on dit quoi? On dit un ensemble de productions immatérielles, mais également matérielles. Mais moi, j'ai l'habitude de dire à mes apprenants que l'aspect immatériel est très important, sinon même c'est l'aspect le plus important. Parce que, comme on dit souvent, le matériel on peut perdre, on peut récupérer. Mais ce qui fait l'homme, l'éthos, ce qui fait l'homme, ce sont les valeurs, c'est la dimension axiologique. Ce qui fait que donc, forcément, les cultures seront différentes en termes de valeurs, en termes de normes, en termes de prescriptions. Et donc si ce que présente l'autre, si l'identité de l'autre, ce qu'elle recouvre ne m'agrée pas, je dois quand même mettre l'accent, mettre en avant la tolérance. Souleymane Bachir a mis en œuvre, a mis en exergue un certain nombre de concepts transculturels de jugement. Et le premier concept, c'est la tolérance. La solidarité, le respect mutuel et évidemment l'entraide. Donc, maintenant, la tolérance d'ailleurs, tu sais, à l'origine c'était quoi? Le directeur général de telle école vient d'écrire un livre sur la tolérance en question. Voilà. Et là, il s'inspire de la philosophie et de la spiritualité pour parler de... À l'origine, la tolérance, c'est quelqu'un qui a sa maison à côté d'un bordel, excusez-moi du terme, mais qui tolère, qui accepte. Maintenant, aujourd'hui, le concept a connu un glissement et ça renvoie à l'acceptation, à l'acceptabilité même que les identités, les différentes identités doivent mettre en avant. Donc, les identités ne doivent pas être meurtrières, comme le disait Amin Malouf, mais au contraire, elles doivent être dialogiques. Et là, pour que nous puissions arriver à ce stade-là, il faut peut-être également mettre en avant un concept cher à Bachir qu'il a emprunté au Bantou, la notion d'Ubuntu. Ubuntu, ça veut dire littéralement faire humanité ensemble, mais aussi faire humanité avec l'environnement. Parce qu'on ne peut pas aussi aborder ces questions-là sans supposer que l'homme n'est pas seul au monde. Il y a le respect que je dois à ma collègue Madame Badian, mais il y a le respect aussi que je dois à la nature. Maintenant, dès qu'il y a différence dans ces approches-là, c'est aux uns et aux autres de faire des efforts pour dépasser ces différences-là et de savoir aussi qu'on peut s'enrichir mutuellement. Voilà. S'il y a des gens qui croient, qui pratiquent certaines valeurs, qui croient à certaines croyances, mais ils doivent aussi pouvoir permettre à d'autres d'avoir d'autres valeurs, d'avoir d'autres croyances. Mais on ne peut pas vouloir imposer aux autres ces vues. On ne doit pas s'inscrire dans cette voie qui consiste à dire que tout ce qui n'est pas dans mon cercle référentiel, tout ce qui n'est pas dans mon cercle identitaire, ne correspond pas à l'humanité. On ne peut pas dire, comme le dit Montaigne, ce qui est hors des gonds de la coutume, on le croit hors des gonds de la raison. Et Dieu sait combien déraisonnablement le plus souvent. Donc quand je vois des pratiques qui me sont inconnues, qui ne me sont pas familières, j'ai tendance à rejeter leurs producteurs, j'ai tendance à rejeter ceux qui en sont à l'origine, parce que pour moi, ces gens n'appartiennent pas à l'humanité. Et c'est là où justement réside l'erreur. Et c'est pourquoi Lévi-Strauss dit, le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Et vraiment, si on a le temps et que si vous me le permettez aussi, je voudrais quand même brosser cette histoire
histoire-là qui nous occupe en ce moment avec notre compatriote Gana Gueye. Gana, il est sénégalais, il est musulman, il a absolument le droit d'avoir ses convictions religieuses. Et que donc, il n'a critiqué personne, il n'a remis en question aucune autre pratique, mais il a le droit quand même de s'abstenir, de porter, hein, de défendre, de divulguer, d'accord, de faire la publicité d'une cause qui ne lui correspond pas. Ça, quand même, il en a le droit. Voilà. Et justement, la tolérance voudrait que les autres lui reconnaissent cette possibilité-là qu'il a de dire non à telle ou telle pratique. Parce que justement, étant fort de ses convictions religieuses, de ses convictions axiologiques, humanistes, mais d'un humanisme africain, d'un humanisme sénégalais. Donc voilà vraiment comment il faut entendre ça. Donc on ne peut pas tout tolérer au nom de la différence culturelle. Maintenant, il faut acter cette différence-là. Il faut la remarquer, non pas pour la décrier, non pas pour la dénoncer, mais pour s'enrichir, pour s'en enrichir en fait. Mais on ne doit pas tout prendre aussi. On ne doit pas s'ouvrir à tous les vents. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Amadou Hampâté disait ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la diversité de ses couleurs. Et Amadou Mokhtar Mbow aussi renforce cette idée. Si l'humanité veut survivre, doit cesser d'hiérarchiser les cultures. Oui. Donc c'est ça. Nous avons tous en mémoire aussi le beau propos de Senghor. Il faut s'ouvrir, mais d'abord s'enraciner. Il faut savoir qui on est avant d'aller avant de prendre ce que l'autre offre. Merci. En tout cas, ça a été un régal. Merci, cher, d'avoir répondu à l'invitation de Téléécole. Et nous arrivons à la fin de l'émission Parlons Philosophie. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parlons Philosophie. Jusque-là, continuez à philosopher pour mieux vivre.